le département de mathématiques du Conservatoire national des arts et métiers vous propose le samedi de 11h à midi une série de leçons intitulée « Initiation aux mathématiques modernes ». J'insiste sur le fait qu'il s'agit de leçons et non pas de conférences. Et par conséquent, pour tirer profit de ces leçons, les auditeurs auraient avantage à s'installer confortablement et à se munir d'une feuille de papier et d'un crayon. Ces leçons auraient pu également s'intituler « Apprentissage de l'algèbre ». Ces leçons ne donneront pas lieu à un examen et il n'est pas prévu, il n'est pas organisé au conservatoire de séances d'exercice ni de devoirs. À qui s'adressent ces leçons? Eh bien, ce sont des émissions publiques, il n'y a pas de carré blanc, par conséquent, elles peuvent s'adresser au public le plus large, mais en principe, ces leçons ne sont pas destinées aux élèves des enseignements secondaires ni à leurs maîtres. Il existe pour ces catégories d'auditeurs à la télévision des émissions particulières. Ces émissions s'adressent donc au public habituel du conservatoire, c'est-à-dire à des adultes engagés dans une activité professionnelle et qui voudraient perfectionner leurs connaissances ou s'éduquer. Il est de fait que des adultes qui ont reçu une certaine formation en mathématiques, eh bien, ne sont pas habitués au langage mathématique d'aujourd'hui et ont les plus grandes difficultés à le manier ou même simplement à le comprendre. Et c'est pourquoi on a pensé à faire cette série d'émissions pour les aider. Il y a un document d'accompagnement que l'on va vous montrer qui s'intitule « Vocabulaire élémentaire des ensembles et de l'algèbre » et qui est composé de 4 chapitres du cours de mathématiques générales de première année du conservatoire et que l'on peut se procurer de 2 façons. D'abord, en venant au conservatoire, 292 rue Saint-Martin, où on peut se procurer ce fascicule à la librairie au prix de 4,50 francs. Il y a une deuxième façon d'obtenir ce document d'accompagnement et qui est d'envoyer un mandat de 6 francs pour les frais de manipulation et d'envoi à l'ADETAM, même adresse que le conservatoire, 292 rue Saint-Martin, avec le compte courant postal que voici, 13 765 41 Paris. Mais si on veut étudier avec davantage de possibilités ces questions d'algèbre abstraite, eh bien, je vais vous indiquer quelques ouvrages, en commençant d'abord par un ouvrage qui s'adresse à un public très large. C'est L'algèbre moderne et activité humaine de Kémény-Snell, publié chez Duno. C'est un ouvrage d'une lecture agréable et qui est très instructif. Il existe maintenant un autre ouvrage, également d'une lecture accessible, et qui est d'ailleurs destiné en effet à des sociologues ou à des philosophes, et qui s'appelle « Mathématiques des sciences humaines ». C'est l'ouvrage de M. Marc Barbu, dont on vous montre ici le premier tome. Je vais signaler maintenant des livres d'accès plus difficiles pour ceux qui voudraient aller plus loin dans l'étude de ces questions. Et d'abord, l'excellent cours de la faculté, le cours de M. Dixmier, cours de mathématiques du premier cycle. Cet ouvrage se compose également de 2 tomes pour la première année et la seconde année. Dans la première année, vous trouverez les éléments fondamentaux de mathématiques et en particulier une étude très bien faite des espaces vectoriels. Maintenant, pour ceux qui voudraient faire encore mieux
mais alors nous atteignons un niveau assez élevé. Je signale un excellent livre, c'est le cours d'algèbre de Roger Godement, également pour les étudiants de faculté en premier cycle. C'est un ouvrage très épais, très important, mais qui présente une particularité extrêmement précieuse. Il possède en effet un nombre considérable d'exercices. Quel va être le niveau de ces leçons? Quel va être leur programme? Eh bien, je crois qu'il ne s'agit pas de leçons qui s'adressent à des débutants. Il s'agit, n'est-ce pas, de donner le langage actuel à des personnes ayant déjà une formation mathématique et qui, par conséquent, ne seront pas déroutées par le maniement de notions abstraites. Le programme que nous avons envisagé en première partie est le suivant. La leçon d'aujourd'hui va porter sur la notion d'ensemble et la définition des parties d'un ensemble. Dans une deuxième leçon, nous étudierons les opérations sur les parties d'un ensemble. Une troisième leçon, produit cartésien de deux ensembles ou de plusieurs ensembles. Une quatrième leçon sur les relations, et en particulier les fonctions et les applications. Une cinquième leçon sur les relations d'équivalence. Puis, de nouveau une leçon sur les relations d'ordre. Enfin, une septième leçon sur des problèmes de dénombrement, c'est ce qu'on appelle aussi quelquefois de l'analyse combinatoire. Il y aura une suite à cette introduction générale, une suite qui traitera proprement de l'algèbre, c'est-à-dire des lois de composition, et nous étudierons en particulier les notions de groupe, d'anneau, de corps, de treillis, d'algèbre de boules, et peut-être, si nous en avons le temps, nous dirons quelques mots de l'algèbre linéaire, c'est-à-dire des espaces vectoriels. Nous avons ici des invités que je remercie vivement pour être venus. Monsieur de Béranger, qui est ingénieur dans une entreprise, il s'occupe du traitement de l'information. Madame Catherine Lehmann, qui est professeure agrégée de philosophie, et Monsieur Théodore, qui se spécialise dans les questions d'analyse numérique. Eh bien, il est temps de commencer cette première leçon. On dit, et on répète, que les mathématiques modernes sont fondées sur la notion d'ensemble. Eh bien, ce n'est pas complètement faux, mais ce n'est tout de même pas absolument exact. Il y a en effet deux notions que l'on trouve simultanément, à savoir cette notion d'ensemble et la notion de relation, comme nous le verrons dès cette première leçon. Cependant, nous partirons effectivement de cette notion d'ensemble et par conséquent, la première question qui se pose est la suivante: qu'est-ce qu'un ensemble pour le mathématicien? Eh bien, il n'est peut-être pas hors de propos de citer alors la définition qu'en a donnée Georg Cantor, qui est le mathématicien qui a offert à ses collègues cette notion d'ensemble il y a à peu près maintenant un siècle. Cantor dit: « J'entends par ensemble le regroupement en un tout d'objets bien distincts de notre pensée. » Le regroupement en un tout, c'est l'ensemble, d'objets, ce sont les objets de l'ensemble, d'objets bien distincts de notre pensée. Eh bien, ce n'est pas une bonne définition et elle a été critiquée très vivement, elle a donné lieu à toutes sortes de discussions. Ce n'est pas une bonne discussion parce que
Si on pouvait donner une définition de ce type de la notion d'ensemble, si on disait ici, vous avez remarqué, un ensemble, c'est le regroupement en un tout, on remplace, somme toute, le mot ensemble par un autre mot qui pourrait être en effet un groupement ou une collection, etc. C'est comme dans un dictionnaire, quand pour définir un mot, on renvoie à un autre mot, il n'y a pas moyen de s'en sortir, ce n'est pas une définition vraiment mathématique. Alors, nous sommes placés devant une impossibilité de définir cette notion d'ensemble qui est, en somme, une notion première. Du moins quand on aborde la question d'un point de vue naïf, ce qui sera le cas dans ces leçons. Je ne peux pas définir la notion d'ensemble. Ce que je peux faire, c'est dire que, en gros, c'est l'idée mathématique de collection. Et ce que je peux faire, c'est en donner des exemples. Au bout tout de même de la troisième leçon, quand nous aurons assez longuement parlé de tout ça, nous pourrons revenir sur cette définition des ensembles et voir ce qu'on peut en dire. Mais pour l'instant, nous allons accepter cette notion d'ensemble comme une notion connue de tous et dont voici quelques exemples. Évidemment, je vais commencer par un ensemble dont les objets vont, par une collection, dont les éléments vont être les auditeurs de ce cours. Je parlerai donc de l'ensemble ou de la collection des auditeurs. Un deuxième exemple va être l'ensemble des lettres de l'alphabet, ce que j'écrirai de la façon suivante, A, B, C, etc., jusqu'à Z, en me servant de ces deux accolades. On reviendra sur l'emploi de ces accolades dans quelques instants. Un troisième exemple, ce serait par exemple l'ensemble des cartes d'un jeu. Alors il faut préciser, disons, un jeu de 52 cartes. Ce sont ici trois exemples qui ne sont peut-être pas des exemples très mathématiques. Je vais alors donner d'autres exemples. Prenons par exemple l'ensemble des entiers naturels. Les entiers naturels, que l'on désigne souvent par la lettre grand N, initiale de nombre ou de numéro, les entiers naturels, à savoir les nombres 0, 1, 2, etc., n, etc., parce que, évidemment, il y a un nombre indéfini, infini, si vous voulez, d'entiers naturels. Ces nombres ne suffisent pas aux mathématiciens. Les mathématiciens, comme vous le savez, ont envisagé ce qu'on appelle les entiers relatifs, on désigne leur ensemble par grand Z. Ce sont les nombres avec signe 0, plus ou moins 1, plus ou moins 2, plus ou moins 3, etc. Cet ensemble de nombres est également insuffisant pour le besoin des mathématiques et les mathématiciens ont construit, au cours des siècles, cet ensemble de nombres rationnels qu'on désigne par la lettre Q. Ce sont les fractions, si vous voulez, avec signe. Maintenant, cet ensemble est encore insuffisant et on envisage l'ensemble des nombres réels, le nombre, par exemple, qui mesure la diagonale d'un carré de côté 1, le nombre racine de 2, qui n'est pas un nombre rationnel, qui n'est donc pas un objet appartenant à l'ensemble Q, mais un objet appartenant à cet ensemble R. Maintenant, en mathématiques, on n'est pas nécessairement conduit à envisager des ensembles de nombres. On peut aussi envisager, par exemple en géométrie, des ensembles de points ou de droites. Je peux, par exemple, envisager l'ensemble des points d'un plan. L'ensemble des points d'un plan. Cet ensemble, eh bien, appelons-le grand P, initiale de plan. Mais je pourrais aussi envisager une autre collection que les points du plan. Je pourrais envisager l'ensemble des droites d'un plan. L'ensemble des droites, alors on sent bien que les éléments
de ces deux ensembles. Dans le premier cas, il s'agit de points, dans le deuxième, il s'agit de droite. Il s'agit donc de deux ensembles qui n'ont pas les mêmes éléments et qui sont à regarder comme distincts. Alors, je désignerai ici, si vous voulez, par pi, l'ensemble des droites d'un plan. Dans tous les cas, nous avons donc cette opposition entre, d'une part, la notion de la collection et puis les objets de cette collection. Alors, au lieu du mot collection, nous empruntons au langage courant, on va effacer, nous empruntons au langage courant le mot ensemble, et au lieu de parler des objets de l'ensemble, on parle d'éléments de l'ensemble. Mais évidemment, nous avons la même signification. Nous avons ici des objets d'une collection. Mathématiquement, on parlera des éléments d'un ensemble. Un ensemble, on fera comme on fait toujours en mathématiques, c'est-à-dire de le représenter, de le baptiser à l'aide d'une lettre. Par exemple, la lettre E, l'initiale du mot ensemble. Et si je veux parler d'un élément de cet ensemble, je le désignerai également par une lettre, par exemple par cette lettre petit x. Et on va inventer une notation pour écrire que cet élément appartient à cet ensemble. C'est ce signe qui est un epsilon stylisé. Je lirai ce qui vient d'être écrit. X est un élément de grand E où X appartient à l'ensemble grand E. Ici, nous voyons apparaître justement le signe d'une relation. Voilà. Cette relation s'appelle la relation d'appartenance. Donnons des exemples. Le nombre 3, en effet, appartient à l'ensemble grand N des entiers naturels. Le nombre 3,5, qui est 35 dixièmes, est un nombre rationnel. Il appartient à l'ensemble Q. Bien entendu, le nombre 3 appartient aussi à l'ensemble Q. C'est un entier rationnel. Tandis que si j'ai un nombre, tel que le nombre racine de 2 dont on parlait tout à l'heure, il n'appartient pas à l'ensemble des entiers naturels. Alors pour écrire que ce nombre racine de 2 n'appartient pas à l'ensemble n, on se sert de cette relation d'appartenance barrée, c'est la non-appartenance. On lit racine de 2 n'appartient pas à grand N ou n'est pas un élément de grand N. On va reprendre l'autre tableau, si vous voulez bien. Alors, revenons un petit peu sur cette notion d'ensemble. Il faut, bien entendu, quand je vais parler d'un ensemble, que cet ensemble soit bien défini et que les éléments de cet ensemble soient bien définis. On pourrait préciser, dans la mesure où on peut donner une définition, qu'un ensemble, c'est une collection bien définie d'objets également bien définis. Pour que la collection ou cet ensemble soit bien défini, il faut qu'étant donné un élément X, il y ait seulement les deux possibilités suivantes, c'est-à-dire une alternative, ou bien X appartient à E, ou bien X n'appartient pas à E. Si nous avons cette alternative, nous dirons que notre ensemble E est bien défini. Et il faut que les éléments eux-mêmes soient bien définis. C'est-à-dire que si j'ai deux éléments X et Y qui appartiennent à un ensemble grand E, X et Y, c'est le nom, n'est-ce pas? Ce sont des noms ou des lettres ici données comme étiquette à des éléments d'un ensemble. Eh bien, les éléments de l'ensemble sont bien définis si on a également une alternative, savoir ou bien ces deux éléments sont identiques, je l'écrirai avec le signe égal, ou bien ils sont distincts, ce que j'écrirai en barrant le signe égal. Nous venons à l'instant d'introduire une nouvelle relation, c'est cette relation d'égalité. Nous allons
en profiter pour écrire des propriétés qui sont bien évidentes, mais qui sont fondamentales d'une telle relation d'égalité. Ce sont les propriétés que j'appellerai E et qui sont les suivantes. D'abord, on a toujours x égale x. C'est la tautologie. Ce fait, on l'exprime en mathématiques en disant que cette relation d'égalité est réflexive. Deuxièmement, si x égale y, alors je vais indiquer ceci à l'aide d'une flèche double que je lirai entraîne ou implique, alors y égale x. Si une relation possède une propriété de ce genre, on dit qu'elle est symétrique. Et enfin, une troisième propriété de cette relation d'égalité, c'est que si x égale y et y égale z, alors, ce que je vais encore marquer sténographiquement par ce signe, alors x égale z. On dit que cette relation d'égalité est transitive. Tout le monde, et depuis très longtemps, connaît évidemment ces propriétés de l'égalité, mais il est bon de les dégager, puisque nous allons justement rencontrer de nombreuses relations et qu'à chaque fois, nous essaierons d'en comprendre leurs propriétés fondamentales. Je vais donner maintenant je ne dirais peut-être pas une image, mais comme dit notre collègue Évariste Dupont, je vais faire un petit peu d'imagerie, et à la télévision c'est un petit peu nécessaire. C'est-à-dire que ces notions très abstraites que je viens d'introduire, on va quand même essayer de les dessiner. Je représenterai, ou j'imaginerai, si vous voulez, un ensemble comme quelque chose, comme des éléments qui seraient contenus à l'intérieur d'un contour et que je représenterai par des points. Alors, voici un contour et voici un élément marqué par un point et que j'appelle x, et il est à l'intérieur du contour, c'est-à-dire je vois x appartient à E. Tandis que si je marque ici un point en dehors du contour, alors j'aurai ce d'élément y qui n'appartiendra pas à E. Évidemment, ce n'est qu'une image parce que le fait que je marque des points dans un plan entraîne pour ces points des propriétés géométriques et qui donneront lieu par conséquent à des propriétés qui ne sont pas valables pour des ensembles quelconques. Et c'est pourquoi il faut beaucoup se méfier de ces représentations géométriques. C'est purement symbolique, ou si vous voulez, c'est une image grossière qui permet de fixer l'attention sur les éléments d'un ensemble, mais ça n'est pas une représentation mathématique correcte d'un ensemble. Autrement dit, nous travaillons évidemment ici avec une pensée abstraite et non pas avec de l'imagerie. De même qu'on a acquis l'habitude de dire soit x un entier ou soit n un entier naturel, il faudra qu'on prenne l'habitude de dire soit E un ensemble et x un élément de cet ensemble, voici, sans qu'il soit absolument nécessaire, n'est-ce pas, de préciser quel est cet élément, quel est cet ensemble. Nous avons le droit d'envisager, d'une façon générale, un élément d'un ensemble. Eh bien, je voudrais revenir alors, ayant vu tout ceci, sur les exemples que j'avais donnés et qui sont encore au tableau. J'avais choisi comme premier exemple l'ensemble des auditeurs. Eh bien, qu'est-ce qu'un auditeur de ces leçons? Qu'est-ce qu'un élément de cet ensemble? Faut-il qualifier d'auditeur de ces leçons quelqu'un qui a assisté aux 3 premières minutes de la leçon et qui, effrayé, a aussitôt fermé son récepteur?
Il faut donner évidemment une définition précise, sans quoi nous n'aurons pas affaire à un ensemble. Eh bien, disons, qualifions d'auditeur, si vous voulez, un auditeur qui aura eu le courage d'aller jusqu'à la fin de cette émission. Dans ces conditions, cet ensemble, en effet, sera bien défini et les éléments seront bien définis. Prenons le deuxième exemple, à savoir les lettres de l'alphabet que j'avais mis dans une accolade, A, B, C, jusqu'à Z. Eh bien, il y a des petits points entre le C et le Z, parce que je n'ai pas pu écrire toutes les lettres de cette collection, si bien que je ne sais pas si, par exemple, le C cédille ou le I tréma fait partie de mon alphabet. Là encore, il faudrait vraiment préciser très correctement cette collection pour qu'elle puisse être qualifiée d'ensemble. Le troisième exemple, qui est l'ensemble du jeu de 52 cartes, c'est un ensemble que tout le monde possède bien, n'est-ce pas, entre les mains en quelque sorte, et par conséquent, on va le considérer comme bien défini. Avec le quatrième exemple des entiers naturels, alors là, nous avons rencontré en effet un ensemble mathématique, mais qui présentait une particularité par rapport au précédent, à savoir que c'était un ensemble infini. Et effectivement, il faut toute l'audace des mathématiciens, comme les philosophes ont eu aussi cette audace d'ailleurs, pour réunir, regrouper en un tout une collection qui n'est pas finie. Mes exemples suivants, grand Z, grand Q, grand R, et même les points d'un plan ou les droites d'un plan également, sont des exemples d'ensembles qui ne sont pas finis. Il se trouve que les mathématiciens travaillent le plus souvent avec justement des ensembles qui ne sont pas finis. Cependant, ici, et pour un premier contact avec les ensembles, le plus souvent, je travaillerai avec des ensembles finis. Eh bien, je vais encore donner un contre-exemple en parlant de la collection de toutes les phrases qui ont un sens en français, en me demandant si je peux qualifier cette collection d'ensemble. L'ensemble de toutes les phrases qui ont un sens en français. Eh bien, prenons une phrase, par exemple, Jules César est un nombre premier. Est-ce que cette phrase a un sens en français? Il ne semble pas, quand on la regarde pour la première fois, Jules César n'étant pas un nombre premier, ni un nombre tout court. Cependant, comme on le sait, le sens d'une phrase dépend du contexte dans lequel on trouve cette phrase. Et il pourrait très bien avoir un contexte où Jules César, eh bien, dans un code, on sait bien que Jules César a justement utilisé des codes, n'est-ce pas, pour transmettre ses informations militaires, il se pourrait très bien que dans un tel code, Jules César a été désigné par un nombre premier, si bien qu'à ce moment-là, cette phrase acquiert un sens. Autrement dit, la pensée et la langue sont trop riches pour que l'ensemble des phrases qui ont un sens en français soit un ensemble que l'on puisse considérer, soit une collection qu'on puisse qualifier d'ensemble, c'est-à-dire qu'on puisse considérer comme bien définie. Et je dois dire que les linguistes également ont beaucoup de difficultés à répondre à des questions de ce genre. Qu'est-ce qu'une phrase qui est grammaticalement correcte? Est-ce que je peux parler de l'ensemble des règles de la grammaire? Est-ce que je peux parler de l'ensemble des phrases qui sont correctement écrites en français, qui sont grammaticalement correctes? Là encore, ce n'est pas très sûr, et ça pose des problèmes assez sérieux. Bien, comme je le disais, nous allons alors éviter tous ces problèmes délicats et parler, pour débuter, des ensembles finis. Eh bien, pour désigner un ensemble fini, il suffit d'écrire les éléments de l'ensemble, si l'ensemble n'est pas trop riche. Par exemple, voici entre deux accolades, comme tout à l'heure, un ensemble grand E
dont les éléments sont petit a, petit b, petit c. Cet ensemble grand E aura 3 éléments, à condition toutefois que, en effet, ces éléments soient distincts. Petit a différent de petit b, petit a différent de petit c, petit b différent de petit c. Et dans ces conditions, on écrira que cet ensemble possède 3 éléments de la façon suivante. On dira que son cardinal, ce qu'on note aussi E entre 2 traits verticaux, est 3. Un ensemble qui n'aurait qu'un seul élément, disons X, que j'écrirai également entre accolades pour distinguer cet élément X de l'ensemble qui se compose de cet unique élément. Cet ensemble 1 à unique élément X possède la propriété suivante: si Y appartient à cet ensemble X, alors nécessairement Y égale X, ce qui traduit le fait que X est le seul objet de cet ensemble. On va reprendre l'autre tableau. On pourrait alors diminuer encore le nombre d'éléments contenus dans une collection et arriver jusqu'à la notion de collection vide. Nous allons donc définir ce qu'on appelle l'ensemble vide. Cet ensemble vide possède la propriété suivante: quel que soit l'objet X, X n'appartiendra pas à cet ensemble vide. Et cet ensemble vide, on le représente par un rond barré, pour le distinguer évidemment du zéro. Nous avons donc barré la notion d'appartenance, n'est-ce pas? Aucun élément ne peut appartenir à l'ensemble vide. Par convention, on dira que le nombre d'éléments dans cet ensemble vide, le cardinal de cet ensemble vide, c'est ce nombre 0. Il se pose alors la question, et j'ai déjà frôlé cette question il y a quelques instants, la question de l'égalité de 2 ensembles. L'égalité de 2 ensembles, quand dirons-nous que 2 ensembles sont égaux? Eh bien, évidemment, s'ils sont composés des mêmes éléments, c'est-à-dire si tout élément de l'un est élément de l'autre. Prenons donc 2 ensembles E et F. Alors, nous adopterons la définition suivante. J'écrirai E égale F si chaque élément X appartenant à 1 sera tel qu'il appartiendra également à F. Et inversement, tout élément de F devant être élément de E, je vais aller marquer cette flèche également dans l'autre sens et considérer ce symbole qui est une implication dans les 2 sens, une équivalence logique. Donc, voici ma définition. Écrire E égale F, c'est écrire ce qui est entre parenthèses. Par exemple, si je considère l'ensemble vide, eh bien cet ensemble vide est, par la définition que je viens de donner, différent de l'ensemble qui a comme élément justement l'ensemble vide. Et ce que j'indique en marquant cet ensemble vide entre ces accolades. En effet, l'ensemble vide appartient à l'ensemble qui a comme élément l'ensemble vide, tandis que cet ensemble vide n'appartient pas, par définition, à l'ensemble vide, puisqu'aucun élément n'appartient à l'ensemble vide. Donc, ces 2 ensembles qui sont écrits ici, l'ensemble vide et l'ensemble qui a comme seul élément l'ensemble vide, sont différents. D'ailleurs, le cardinal du premier est 0, tandis que le cardinal du second est 1. On peut aussi montrer la chose suivante, c'est que l'ensemble dont les éléments sont X et Y, et l'ensemble que j'écris maintenant avec des éléments YX, ces 2 ensembles sont égaux.
puisqu'ils sont constitués des mêmes éléments. C'est-à-dire que lorsque j'écris le nom des objets de l'ensemble dans ces accolades, eh bien, l'ordre de ces éléments ne joue pas. On verra plus tard qu'on peut envisager les éléments d'un ensemble rangés dans un certain ordre, mais dans la définition d'un ensemble, la notion d'ordre n'intervient pas. De même, si je considère l'ensemble qui a comme élément x, y et y, y est égal à y, bien entendu, et par conséquent, cet ensemble, en réalité, est un ensemble à deux éléments, et c'est le même que l'ensemble xy. Je vais maintenant m'occuper des parties d'un ensemble. Reprenons l'exemple de l'ensemble des auditeurs. Dans cet ensemble d'auditeurs, je peux distinguer certains sous-ensembles, certaines parties de cet ensemble. Par exemple, je peux m'adresser aux auditeurs mineurs, ou je peux m'adresser aux auditrices, c'est-à-dire aux auditeurs féminins. J'obtiens ainsi ce qu'on appelle une partie d'un ensemble. De même, dans mon exemple des lettres de l'alphabet, je pourrais m'intéresser à une partie qui serait composée seulement des voyelles. Ou bien encore, dans l'ensemble mathématique grand N des entiers naturels, je peux m'intéresser seulement à l'ensemble des nombres pairs, 0, 2, 4, 6, etc. Cet ensemble qu'on désigne par 2 fois grand N. Et c'est une partie seulement de l'ensemble des entiers naturels. Bon, nous allons donner une définition d'une partie d'un ensemble. Étant donné un ensemble grand E, on dira qu'un ensemble grand F est partie de grand E si tous les éléments de grand F sont des éléments de grand E. C'est-à-dire, X appartient à grand F implique X appartient à E. Avec cette définition, F est une partie de E et nous écrirons cette relation sous la forme suivante en utilisant ce signe qu'on appelle l'inclusion. C'est de nouveau une relation. On lit F inclus dans E où F est partie de E. Par exemple, l'ensemble des nombres pairs, 2n, eh bien, est contenu ou est inclus ou est une partie de l'ensemble des entiers naturels. De même, l'ensemble des entiers naturels grand N est inclus dans l'ensemble des entiers avec signe, des entiers relatifs Z. Je viens d'introduire, on va reprendre l'autre tableau, je viens d'introduire une nouvelle relation, cette relation d'inclusion, qui possède également des propriétés que nous allons examiner rapidement. D'abord, alors je vais appeler O les propriétés. O, c'est l'initiale d'ordre, parce que nous verrons que ces propriétés sont partagées par les relations d'ordre. Premièrement, c'est qu'un ensemble lui-même est inclus dans l'ensemble E, puisque tout élément de E est en effet élément de E. Autrement dit, nous avons ici la réflexivité de cette relation d'inclusion. Deuxièmement, si on a E inclus dans F et F inclus dans E, ceci signifie que tout élément de E est élément de F et que tout élément de F est élément de E, par conséquent que E et F sont identiques. C'est ce qu'on appelle l'antisymétrie. Troisièmement, c'est que si E est inclus dans F et F inclus dans un autre ensemble G, alors tout élément de E est élément de F et tout élément de F élément de G. Il en résulte que tout élément de E est élément de G, c'est-à-dire que nous avons E
inclus dans G. C'est la transitivité que nous avons déjà rencontrée tout à l'heure. Eh bien, je vais donner un exemple. Nous allons chercher quelles sont toutes les parties d'un ensemble composé de 3 éléments A, B, C. D'abord, on ne contredit pas la définition donnée pour les parties d'un ensemble en convenant que l'ensemble vide est partie de tout ensemble donné, et en particulier donc ici de cet ensemble ABC. Ensuite, je vais chercher les parties de E composées d'un élément. Eh bien, il y en a 3 que j'écris ici, A, et puis B, et puis C. Ensuite, les parties composées de 2 éléments, je trouve AB, je trouve AC et je trouve BC. Enfin, il y a l'ensemble E lui-même. Autrement dit, cet ensemble E composé de 3 éléments possède 1, 2 et ici 6, c'est-à-dire 8 parties. C'est-à-dire un nombre de parties assez considérable, bien plus nombreuses en tout cas que le nombre d'éléments de l'ensemble lui-même. Eh bien, ces parties, ces 8 ensembles que nous venons d'écrire ici, ces 8 parties, on peut les considérer comme les éléments d'un nouvel ensemble qu'on appelle l'ensemble des parties de E. Et cet ensemble, on le désigne par la notation suivante, partie de E. Écrire par conséquent qu'un élément X appartient à cet ensemble partie de E signifie que X est inclus dans E. Je ne sais pas si je dois continuer sans qu'on intervienne ou bien s'il y aurait déjà quelque chose à dire. Bon, je vais encore dire un petit mot en abordant un problème intéressant, c'est justement de chercher, lorsque un ensemble E possède n éléments, combien l'ensemble des parties, quel est le cardinal de l'ensemble des parties. Nous venons de voir que pour n égale 3, l'ensemble des parties est un ensemble qui a 8 éléments. Si nous prenons un ensemble vide, n égale 0, combien cet ensemble a-t-il de parties? Eh bien, à savoir un seul, à savoir l'ensemble vide lui-même. Par conséquent, nous trouvons qu'à ce moment-là, il y a une partie. Si nous prenons un ensemble qui a un seul élément, l'ensemble donc réduit à cet objet X, combien un tel ensemble a-t-il de parties? Il y en a 2, à savoir l'ensemble vide et l'ensemble lui-même. Par conséquent, nous avons ici 2 parties. Si nous prenons n égale 2, donc ensemble d'éléments xy, cet ensemble va avoir en tout 4 parties, savoir l'ensemble vide, l'ensemble à un seul élément x, l'ensemble à un seul élément y et l'ensemble lui-même. Et nous avons vu que pour n égale 3, nous avions 8 parties. Donc, pour n égale 0, 1, 2, 3, nous trouvons 1, 2, 4, 8, c'est-à-dire des puissances de 2. Nous avons l'intuition que si un ensemble possède n éléments, il possède 2 puissance n parties. Et nous allons démontrer ce résultat par un raisonnement de récurrence. C'est-à-dire, supposons que cette intuition que nous venons d'avoir, nous l'ayons vérifiée jusqu'à une certaine valeur de n, jusqu'à la valeur p. Nous allons alors démontrer qu'effectivement, ce résultat va être vrai pour la valeur p plus 1.
Donc, considérons un ensemble E, voilà, nous allons faire de l'imagerie, un ensemble E qui aurait P éléments. Nous allons ajouter un élément supplémentaire pour obtenir un ensemble qui aurait alors P plus un élément. Ce nouvel ensemble, quelles en sont les parties? Eh bien, les parties sont de deux sortes. Il y a d'abord les parties qui ne contiennent pas ce nouvel élément X, c'est-à-dire ce sont les parties de l'ancien ensemble et qui, par hypothèse, sont en nombre 2 puissance P. Et puis, il y a les parties qui contiennent ce nouvel élément et évidemment d'autres éléments qui font partie de l'ensemble primitif. Nous avons exactement donc le même nombre de parties du nouvel ensemble, c'est-à-dire encore 2 puissance P. Par conséquent, nous avons 2 fois 2 puissance P, ça fait 2 puissance P plus 1, comme nous l'avions indiqué. On va reprendre l'autre tableau. Par exemple, si nous avons... On reprend l'autre tableau, s'il vous plaît. Si nous prenons notre jeu de cartes à 52 éléments, eh bien, ce jeu de cartes va posséder 2 puissance 52 parties. 2 puissance 52 parties, c'est quelque chose d'assez considérable. On a 2 à la puissance 10 qui fait 1024, quand on calcule les puissances successives de 2, 2 puissance 10 égale 1024, c'est-à-dire quelque chose qui est supérieur à 10 puissance 3. 2 puissance 52, je peux l'écrire 2 puissance 2 que multiplie 2 puissance 50, c'est-à-dire je peux l'écrire 4 que multiplie 2 puissance 10 à la puissance 5, c'est-à-dire ça va me donner quelque chose qui va être supérieur à 4 fois 10 puissance 15. 4 fois 10 puissance 15, si on fait le compte, il faudrait une dizaine de millions d'années pour voir toutes les parties d'un jeu de cartes en les comptant, en les voyant à raison d'1 million de parties, c'est-à-dire de sous-ensembles de mon jeu de cartes, à raison d'1 million par jour. Par conséquent, dès que n devient relativement grand, comme 52, l'ensemble des parties devient tout de suite extrêmement élevé. Bon, eh bien, c'est sur ces petits calculs que je terminerai cette première leçon. Vous nous avez parlé tout à l'heure des ensembles mal définis et avez donné comme exemple l'ensemble des auditeurs de ce cours en disant que si on ne précisait pas bien ce dont on parlait, c'était un ensemble mal défini. Je crois également que dans le domaine du traitement de l'information dans les entreprises, on est amené toujours, lorsque l'on veut faire un traitement mécanisé, automatisé, à définir un ensemble assez naturel. Ma foi, l'ensemble des produits commercialisés par une entreprise. Et je crois que très souvent, c'est également un ensemble mal défini. Parce que il arrivera que l'on définisse comme appartenant à cet ensemble tout produit fabriqué par l'entreprise et que l'on oublie d'y inclure ceux que l'entreprise achète à un moment donné pour les revendre, en cas de difficulté de production par exemple. Et puis, les éléments de ces ensembles eux-mêmes sont souvent mal définis. On a dit on prendra l'ensemble des produits. Oui, mais lorsque l'on veut codifier chacun de ces produits pour les traitements que l'on peut avoir à faire à leur sujet, à ce moment-là, on en fait une énumération, on demande aux commerçants de faire une énumération, et on s'aperçoit très souvent de ce qu'un même produit a été finalement énuméré 2 fois, parce que l'on a donné le même nom, enfin on a donné 2 noms différents à un même produit. Donc je crois qu'il est très important d'insister sur le fait qu'il faut définir un produit par des caractéristiques physiques, par des caractéristiques chimiques par exemple, et bien indiquer à quel niveau on arrête l'analyse. Chaque fois évidemment qu'on prend un ensemble défini d'une façon concrète, par opposition à un ensemble défini mathématiquement, les difficultés que vous signalez se produiront. Et il faudra être très attentif à ce genre de phénomène, n'est-ce pas ? Parce que sans quoi, si on veut appliquer les notions mathématiques à une collection mal définie, il est évident que ça sera une fausse application des mathématiques.
Il faut être très prudent dans l'application de ces notions mathématiques qui sont rigoureuses, n'est-ce pas? Il faut être très prudent dans leur application concrète. Oui, je pense tout de même qu'on est obligé d'appliquer la mathématique à quelque chose. Par conséquent, on l'applique entre autres dans l'industrie, on l'applique dans le traitement de l'information, et effectivement, il y a beaucoup de problèmes. Madame Catherine Neumann ? Oui, moi j'avais 3 questions. D'une part, en quoi ce que vous avez exposé mérite-t-il le nom de mathématiques modernes? C'est-à-dire, en quoi ces mathématiques-là se distinguent-elles des mathématiques classiques? C'est-à-dire, en introduisant la notion d'ensemble, avez-vous abandonné les objets traditionnels des mathématiques, tels que l'espace ou le nombre, ou alors parlez-vous différemment des mêmes choses? Ça, c'est une très très bonne question. Et on voit le philosophe là, à cette question, mais c'est une question, il me reste, voyez-vous là, quelques minutes pour terminer cette leçon. Je suis absolument dans l'impossibilité d'y répondre à une seule fois. Mais c'est une question que je retiens, j'y reviendrai et j'y répondrai. Les mathématiques modernes, en effet, elles sont modernes. Mon opinion, c'est qu'elles sont modernes pratiquement depuis Euclide, n'est-ce pas? Bon, c'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure d'apprentissage de l'algèbre plutôt que de mathématiques modernes. Mais il y a tout de même une distinction à faire, en effet, entre les mathématiques antiques et la pensée mathématique moderne. Mais je retiens cette question sans pouvoir y répondre maintenant. Oui. Deuxième question, vous avez dit que vous faisiez les mathématiques d'une manière naïve. Alors je voudrais savoir ce qu'est une manière naïve de faire des mathématiques. Alors c'est également une question très difficile. Une question très difficile parce que j'opposais cette façon naïve de faire des mathématiques à ce qu'on appelle les mathématiques formalisées, où il s'agit tout simplement de manier des signes écrits, n'est-ce pas, et où on part d'un système de règles pour manier ces signes et où on emploie des signes pour traduire des axiomes, ce que je n'ai pas fait ici. Ce que j'ai fait ici n'est pas plus rigoureux que ce qu'on fait quand on dit une droite, c'est l'image d'un fil tendu entre 2 points. Seulement, évidemment, le point de départ est tellement abstrait que finalement, c'est un peu, ça disparaît un petit peu, n'est-ce pas? Mais en réalité, il faut souligner qu'en effet, cette présentation est naïve parce qu'elle n'est pas du tout axiomatisée, pas rigoureuse. Mais là aussi, c'est une question sur laquelle on pourra revenir plus tard. Oui. Alors, troisième question, vous avez dit avoir emprunté la notion d'ensemble au langage courant, mais il me semble que vous faites un peu violence au langage courant puisque vous parlez d'ensemble vide. C'est très juste. Les mathématiciens sont obligés nécessairement d'emprunter au langage courant des termes s'ils ne veulent pas en inventer. Mais ils les emploient toujours dans un sens très particulier. Il est évident que pour le langage commun, la notion d'ensemble vide a quelque chose de contradictoire en elle-même. Bon. Mais j'ai défini l'ensemble vide par le fait, non pas par l'idée de collection, mais par le fait qu'un élément quelconque ne pouvait pas appartenir, j'ai défini par une relation, autrement dit. Bon. Autrement dit, c'est là où nous apercevons que la notion d'ensemble utilisée par le mathématicien, ce n'est pas exactement la même chose qu'une collection. Et précisément à propos de cet ensemble vide. Oui. Alors peut-on vous demander pourquoi vous avez besoin de cet ensemble vide? Alors, voilà encore une excellente question. Pourquoi a-t-on besoin d'un ensemble vide? Eh bien, on le verra dans la prochaine leçon, quand on cherchera les éléments communs à 2 parties d'un ensemble. Il pourrait très bien arriver qu'en effet, il n'y ait aucun élément commun. Et pour le marquer, eh bien, on se servira justement de cette notion d'ensemble vide. Ici, aujourd'hui, on ne voit pas très bien, en effet, pourquoi on a parlé de l'ensemble vide, sinon pour être complet. Je crois tout de même que dans l'industrie, il arrive effectivement que l'on rencontre des ensembles vides, dans le sens que l'on peut parfaitement avoir défini des éléments comme constituant un ensemble, et puis s'apercevoir à la fin que finalement, eh bien, il n'y a aucun élément qui rentre dans cet ensemble. À ce moment-là, peut-on dire qu'il est vide? Oui, mais l'idée du philosophe était la suivante. Une collection peut ne pas exister, mais dire qu'elle existe, mais qu'elle est vide, alors c'est là où... Dès le moment où je la crée, elle existe. Elle existe pour ne plus exister. Non, il y a effectivement une petite difficulté de langage. Mais puisqu'on a pris le mot ensemble dans un autre sens que celui du langage courant, il n'y a pas de difficulté pour le mathématicien. Je ne sais pas si on a le temps. Oui, enfin,
peux peut-être poser encore une question. J'aurais voulu revenir sur les ensembles que vous avez cités. Notamment, vous avez considéré l'ensemble des droites d'un plan, d'une part, et d'autre part, l'ensemble des points d'un plan. Oui. Bon. Vous avez dit que c'était deux ensembles différents. Oui. Bon. Alors, pouvez-vous expliquer un tout petit peu ça? Je crois que c'est peut-être difficile à comprendre comme ça. En effet. Géométriquement, ça veut dire pratiquement la même chose. Alors, effectivement. Alors, j'ai dit que les deux ensembles étaient différents parce qu'ils n'avaient pas les mêmes éléments. Dans un premier cas, j'ai envisagé l'ensemble des points d'un plan. Donc, les éléments de cet ensemble, c'était les points. Et dans le deuxième cas, j'ai envisagé l'ensemble des droites d'un plan. C'est-à-dire que, dans ce cas-là, mes éléments étaient des droites. Comme ces deux ensembles n'étaient pas constitués des mêmes éléments, on a donc dit que que ces deux ensembles étaient distincts, n'étaient pas égaux. Maintenant, il se trouve la chose suivante. Rien ne m'empêche évidemment de considérer que les droites d'un plan sont des parties, justement, d'un plan, c'est-à-dire sont des sous-ensembles. Et alors là, on rencontre une difficulté peut-être et qui peut se présenter quand justement on veut se servir en géométrie de ces notions, de ce vocabulaire ensembliste, n'est-ce pas, pour écrire qu'un point appartient à un plan ou qu'une droite appartient à un plan, etc. On peut très bien utiliser de très mauvaise façon, n'est-ce pas, d'une façon contraire aux idées fondamentales qu'on vient de définir, quand on utilise ces notions pour la géométrie. Ça, on peut très bien faire des bêtises. C'est un peu pour ça que j'avais en effet distingué les deux ensembles de départ. Ce qu'il faudrait souligner peut-être, et on l'a vu quand on a parlé des parties d'un ensemble, c'est que les éléments d'un ensemble peuvent également être des ensembles. On vient de le voir ici avec les points d'une droite et avec les droites. Bon. Autrement dit, il n'y a pas d'une part des choses particulières qui s'appelleraient les éléments et d'autre part une autre notion qui s'appellerait ensemble. Ce qui joue, c'est la relation d'appartenance. Mais les êtres mathématiques sont n'importe quoi. J'ai aussi peut-être donné l'impression que les éléments d'un ensemble étaient de même nature. Certainement pas, n'est-ce pas? Par exemple, je pourrais très bien envisager l'ensemble des points et des droites d'un plan. C'est comme ça qu'on pourrait d'ailleurs commencer, en effet, une géométrie. Considérons l'ensemble d'éléments qui s'appellent les droites et les plans. Il y a la notion de famille de produits. Si l'on a dit que l'on parlait des produits comme éléments d'un ensemble, oui, à ce moment-là, il ne faut pas considérer un groupement de produits comme un élément de cet ensemble. Oui. Autrement dit, une partie d'un ensemble, ce n'est pas finalement un élément de cet ensemble. Sinon, quand vous prenez l'ensemble des points, voilà. Bien entendu. Une droite n'est pas un élément de l'ensemble. C'est au point même que, n'est-ce pas, il faut raisonnablement distinguer entre un élément d'un ensemble et la partie de l'ensemble réduite à un seul élément. Logiquement, on est amené à faire la distinction, sans quoi on risque de dire des bêtises, n'est-ce pas? Ça va à ce point-là. Je pense même que chaque ensemble deviendrait à ce moment-là infini, parce qu'on pourrait mélanger les éléments de cet ensemble et les parties, on aurait de nouvelles parties, et on pourrait comme ça grossir l'ensemble indéfiniment. Exactement, et même on peut rencontrer des difficultés encore plus graves, c'est-à-dire on peut rencontrer des contradictions, comme ça s'est présenté historiquement justement à propos des ensembles. Eh bien, je crois que l'heure est maintenant terminée et je vous remercie beaucoup d'avoir assisté et d'avoir bien voulu venir poser vos questions. Je pense que nous nous retrouverons peut-être au cours de leçons ultérieures. Je vous remercie beaucoup.